Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13 européen. Donc voici le sommet. 119 746 candidats planchent pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle BEPC sur l'ensemble du territoire national. Dans le département du littoral, les épreuves sont officiellement lancées par le préfet Alain Oronla et le maire de Cotonou, Luc Setondia Trokbo, au collège d'enseignement général Saint-Rita de Cotonou. Vous aurez le compte rendu dans un instant. Ensuite, décès de Théophile Nata, l'ancien président de la HAC, a tiré sa révérence ce samedi à l'âge de 75 ans des suites d'une courte maladie. Au lendemain de son décès, nous sommes allés à la rencontre de ses anciens collaborateurs et collègues qui lui ont rendu hommage. Et puis enfin, célébration des 25 ans de carrière de l'artiste Rodolfo Toumba. Ses fans l'appellent le Koffi Olomide du Bénin. Il tient à le démontrer très prochainement dans le cadre de la célébration de ses 25 ans de carrière musicale. Voilà pour le sommaire de ce 13 au Bénin. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Avant de dérouler ce 13 au Bénin, je suis avec Monsieur Prosper Agossou Sagbo. Il est le directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole, Pôle 7. Avec lui, il sera question justement de comprendre la situation des femmes vendeuses d'ananas dans la commune de Tofor. Bonjour directeur et merci d'être avec nous. Je serai à vous dans un instant. Au Bénin, les épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC se déroulent depuis ce lundi matin sur l'ensemble du territoire national. Plus de 100 000 candidats planchent pour l'obtention de ce diplôme. Dans le département du littoral, les épreuves ont été officiellement lancées au collège d'enseignement général Saint-Rita de Cotonou en présence du préfet Alain Oronla et du maire de Cotonou, Luc Setondia Trokbo. Voici le compte rendu de Narcisse Alossey, mon fils de Sabouran. C'est bon? Ça peut aller? Instant de formalité d'usage de contrôle des enveloppes mises sous scellé. Derrière, la sirène retentit. Le top est ainsi donné pour les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC dans sa session de juin 2022. Ici, au Collège d'enseignement général Saint-Rita de Cotonou, théâtre de la cérémonie de lancement officiel des épreuves dans le département du littoral, les candidats reçoivent la première épreuve des mains du préfet du littoral et du maire de Cotonou. L'autorité préfectorale parle des sentiments de devoir accompli. C'est un devoir accompli et c'est ce qui est normal. L'assiduité, la régularité dans la tenue des examens, comme nous l'avons entamé il y a un peu plus de 6 ans, l'année scolaire s'est bien déroulée, sans entrave, sans grève. Les cours ont été dispensés, donc les sessions, les examens se tiennent à bonne date. Et effectivement, c'est à mettre à l'actif du gouvernement, à l'actif des enseignants et des parents d'élèves et aussi des élèves. Des élèves qui, au bout de 9 mois d'activité académique, nourrissent l'ambition d'obtenir le diplôme qui donne accès au second cycle de l'enseignement secondaire. Le défi pour les autorités de la plus grande ville du Bénin, c'est de reprendre le flambeau de l'excellence au niveau de cet examen. L'année passée, au bac et au CEP, on est venu en première position. Le défi cette année, c'est que aussi bien au CEP, au bac et au BPC, nous soyons les premiers. J'espère très bien qu'avec les efforts consentis par les différents acteurs, notamment par les enseignants, ce défi sera relevé. Le défi est lancé avec les 13 358 candidats répartis dans 16 centres de composition dans le département du littoral. Les statistiques révèlent une régression du nombre de candidats dans l'ordre de 10% par rapport aux années précédentes. Dans le système actuellement, nous avons une plateforme EducMaster, une plateforme qui est vraiment transparente par rapport aux inscriptions. Donc il n'y a plus de fraude. Tout ce que nous voyons est clairement précis. Il n'y a plus de candidats libres en désordre. Ce sont ceux qui sont inscrits sur la plateforme qui sont vraiment là à présent. Donc c'est pour ça que nous voyons cette régression-là. En plus de cette réalité, nombre de candidats ont émigré vers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Juste après le top donné à Sainte-Rita, la délégation s'est rendue au CEG L'Entente à Agla et au Centre des aveugles et amblyopes de Segbeya à Akpakpa, le seul centre de composition pour les candidats à besoins spécifiques. Sur l'ensemble du territoire national, 119 746 candidats planchent pour l'obtention de ce diplôme.
Il y a encore à dire et à redire sur la gouvernance financière dans les collectivités territoriales du Bénin. Ainsi se résume le fruit des recherches de Félix Mpocha qui a soutenu sa thèse de doctorat ce week-end à l'université d'Abomey-Calavi. C'était au centre d'études et de recherche sur l'administration et les finances CERAF. Le compte rendu avec William Cliquant, Elvis Tonoucoin. Cette touche dont il est paré parachève 7 bonnes années de recherche. Désormais docteur en droit de l'université d'Abomey-Calavi, Félix Mpocha y est parvenu grâce à ses réflexions méthodiques sur la gouvernance financière dans les collectivités territoriales locales au Bénin. À l'arrivée, le tableau peint n'est pas reluisant. Il faut retenir que la gouvernance financière appelle vraiment beaucoup de sacrifices si l'on veut aller au développement. Et au nombre de ceux-ci, c'est déjà la manière de gérer les affaires publiques locales, la manière dont les acteurs sont, eux, impliqués dans le processus de mise en œuvre des politiques locales et également l'obligation de rendre compte de la gestion qui est faite au niveau des collectivités locales. Le point central de la réforme, c'est notamment la gestion budgétaire qui est aujourd'hui confiée à un cadre technique plutôt qu'à un politique. Et la préoccupation que l'on posait à ce niveau, est-ce qu'au plan doctrinal, ça ne soulève pas un certain nombre de préoccupations dans la mesure où la libre administration des collectivités locales s'entend être faite par des autorités élues. L'impétrant a dû convaincre des jurés de taille pour arracher ce grade de docteur. Le jury international est présidé par Éloi Diarra, professeur émérite de droit à l'université de Rouen en France. L'encadreur de ces travaux note aussi un intérêt scientifique à la plus-value qu'apporte le thème abordé. Il a parlé de l'autonomie financière des collectivités territoriales et il a mis un accent formidable sur l'équilibre réel des budgets locaux. L'équilibre réel est une prescription légale pour les budgets des collectivités locales, mais cet équilibre réel n'arrive pas à être respecté au sens strict du terme, sinon de manière très très fictive, et il convient de donner un sens concret et effectif à la notion d'équilibre réel. Et ce que M. Mpocha a eu à aborder, à discuter. Félix Mpocha est administrateur des collectivités décentralisées de profession et ancien secrétaire général de la mairie de Glazoué. Ce grade ne lui fait donc que gravir de nouveaux échelons significatifs dans sa carrière. Allez, avant de recevoir notre invité, elles ont été chassées il y a quelques mois de leur point de vente habituel pour rejoindre un nouvel emplacement, relogé au marché d'ananas construit à Guémer. Les vendeuses d'ananas font depuis ce temps face à de nombreuses difficultés. Insécurité, mévente, accidents mortels et autres incidents sont devenus le quotidien de ces dernières. Face à cette situation, nombre d'entre elles ont rejoint Serrouet. Ce déplacement ne constitue guère la solution puisqu'il Ici, elles ont aux trousses les agents de la police républicaine qui maquettent et détruisent leurs marchandises. La situation telle que vécue par ces femmes sur le terrain dans ce reportage. Serrouet. La localité est réputée dans de nombreux échanges commerciaux. Traversée par la voie inter-État Cotonou-Parakou, cet arrondissement de la commune de Tofo dans le département de l'Atlantique offre divers produits aux usagers de l'axe. Seulement, depuis quelque temps, la situation n'est plus reluisante chez les vendeuses d'ananas. Installées auparavant à la sortie sud dans le village d'Agon où les affaires prospéraient, ces dernières ont été sommées de quitter les lieux pour rejoindre un nouvel emplacement aménagé par l'exécutif pour devenir le marché de l'ananas dans la commune de Tofo. Les infrastructures érigées ont été réalisées sur financement du budget exercice 2018-2019 de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Ouémé Atlantique Littoral Mono. Dès lors, les problèmes ont commencé. En plus de la mévente, le dit marché n'offre aucune garantie de sécurité. Des cas d'accidents mortels ont également été enregistrés. Si bien que mon toléo,
va créer ou faire d'arronumi, milo nous savait à Bamiton la vidéo bleu. À Jotol, il y a donné mes filles. Et nous a dit ça que nous tombe bipo quoi. Moi, j'ai mis des volets de fibre, les voix, a dit ça que des sous tombent les lois, ouais. Et nous les filles comme ils ont zamé. Le dessin dans mes fines. Moi, tu l'as refilé, tu l'as fini. Bamilo, eh, n'y a pas nana, c'est quoi, n'y a modé. Ni couler na roumé, quoi, ni ma roumé de totiemé. Ça me dit, nous vite le pouvez. Le bain, il s'est beaucoup fait. Bon, nous avons été moto comme ça, nous. Ça veut dire que ça nous bon de vous. Fait donc ça bon na ka so ni. Ha vida ko moto ko sa fio ku. Yesu batme se ko dai me. O ma je gbe mai se ko ino fi. Mo do fi nga fi de yo. 7 wa de kwa fi ne. Ma to sa mi. Ma de sa ko mi ya. De so ko me insta mi ko fi ni. Ko su poda ko nya. So ko fi. Me ka ma ke me di yo. Akya de ba ke do mi ya. Sino fi ya. Mi mle ko sino ko ha mi sino ko ba che mi ji. Ma do da do wa. À la suite de plusieurs rencontres infructueuses avec les autorités à la base tenues à la demande des vendeuses, certaines d'entre elles ont décidé de rejoindre Serhoué. Mais ici aussi, la joie ne sera que de courte durée. Depuis quelques semaines, les éléments du commissariat de police de Serhoué effectuent régulièrement des descentes et machettent les marchandises des vendeuses d'ananas. What's that? What can be told me from was an army? By the other channel, not be complete. Not yet, no contract, child. I can't don't know October, child, college in white child. Mela was on that carbon hole. Milana correct by and a hawk, whatever you whom you don't play on a suku and a hard coffee semil. Milayo, Minala Suka quite on. Eh, take about media, Milana ticket me. You don't know, feel that you are Milano forcé. Media come, you couldn't finish, and I'm not to die on way. S'il vient ici, là, on prend un nana pour mettre ça dans le champ, on vend un peu, on ne pas déplacer. Ils sont arrivés ici, ils prennent un couteau pour entendre de faire jojo. Ils ont coupé tout. Anana, s'il peut trouver une place à Serhoué ici, là, et on va rester là, c'est bon. Mais là-bas, ce n'est pas bon. On ne peut pas rester là-bas. Dans 3 jours, à cause de problème d'eau. À Massa, nous 3 jours, à cause de pain hier. Nous allons à Serhoué, Dieu, que les gens n'ont pas de Serhoué. Fin de Rossou, au secours, à quoi il y a? Nous, et blanc, nous, il y a quelques mois à l'encore. Non, mais derrière les autres, on vient nous, il y a un petit talent aussi. Nos tentatives pour en savoir davantage sont restées sans suite. Joint au téléphone, le chef de l'arrondissement de Serhoué nous a notifié que la décision vient d'un niveau supérieur. Au commissariat de la localité, le chef de la sécurité n'a pas voulu se prêter à nos questions. Pour l'instant, tant les vendeuses d'ananas de Serhoué que de Guém espèrent l'intervention des autorités compétentes au plus haut niveau. Même si elle salue l'initiative de la construction d'un marché d'ananas, elle déplore l'emplacement choisi, le manque d'aménagement de l'espace ainsi que l'insécurité à laquelle elles sont exposées. Ces vendeuses affirment être ouvertes à toute autre proposition qui mieux les arrangerait. Allez, c'était donc là notre reportage sur la situation de ces femmes sur le terrain. Je suis avec M. Prosper Agossou Sagbo. Vous êtes le directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7. Alors, dites-nous d'abord, quel est votre sentiment sur la situation de ces femmes? Bien, merci monsieur le journaliste. Et je vous remercie vraiment pour l'opportunité que vous nous offrez pour clarifier la situation parce que oui, ce que les femmes ont dénoncé, ça fait mal au cœur qu'on voit des produits qui sont le fruit des vols de plusieurs mois de travail. Il faut dire, avant de récolter l'ananas, ça fait moins 15 à 18 mois au champ de soins avant qu'on ne récolte pour faire chose là et que ça soit détruit de cette façon-là. Ce n'est pas bon, ces choses-là. Et je ne me retrouve pas du tout dans ce qui a conduit à cette destruction-là. Cet ordre-là n'a jamais été donné au niveau de l'agence territoriale qui a répondu à une sollicitation des acteurs de la filière pour réaliser l'infrastructure dont il est question. Et aussi les propos qui sont avancés, j'aurai le temps de revenir sur ça. Okay. Ça ne rend pas compte exactement de la vérité de ce qui s'est passé au niveau de ça. Quel est le processus qui a conduit à l'installation du marché d'ananas de Guémé dans l'arrondissement de Tofor? Bien, merci monsieur le journaliste. Il faut dire
Les projets de réalisation d'infrastructures de commercialisation sont des actions retenues au titre du développement de la filière ananas, retracées dans le programme national de développement de filière ananas, qui vise la réalisation d'infrastructures marchandes tout le long du corridor de commercialisation, aussi bien sur l'axe sud-nord comme sur l'axe Cotonou-Nigeria, qu'il faut réaliser de ces infrastructures de commercialisation pour mettre les femmes dans de bonnes conditions de travail pour exercer leur activité. Et l'approche, c'est à la demande. Ce sont les acteurs de la filière qui demandent avant qu'on les accompagne pour réaliser. Et dans le cas du marché de Sequoia, ce n'est pas le seul que la TDAE a réalisé depuis bientôt 4 ans que nous exerçons. Il y a d'autres qui ont été réalisés, qui fonctionnent bien. C'est à la demande des acteurs du maillon commercialisation de l'interprofession filière ananas. C'est les bonnes dames de la coopérative nationale des commerçants d'ananas, CCAB, qui ont saisi la TDA ayant appris qu'il y a cet appui-là qui est retenu dans le PNDF. Elles ont saisi l'agence pour réaliser à leur profit aussi dans le département de l'Atlantique des infrastructures marchandes dédiées à la commercialisation de la filière ananas. Il faut dire qu'au moment où la demande était venue en 2018, c'était au démarrage des ATDA, on avait, après que les femmes ont exprimé le besoin, on avait de mal pour trouver de sites sécurisés et pour pouvoir réaliser. Au départ, on ciblait la commune de Zé, au niveau de Zé Plaque, et les problèmes fonciers ont fait qu'on n'a pas pu trouver site. Et c'est en répondant à cette demande-là que la mairie de Tofo a mis le site de Kémé à disposition pour réaliser l'infrastructure. Et dans la démarche, lorsque l'agence, l'ATDA, réalise l'infrastructure, elle met à la disposition de la mairie, qui est l'autorité compétente au regard de la loi d'externalisation pour gérer les infrastructures commerçantes, qui gère au profit des acteurs pour ce qui est attribution de places, collecte de redevances et entretien et maintenance des infrastructures. C'est sous le contrôle de la mairie. Donc, les femmes ont demandé, il faut dire qu'au niveau de Kémé ici, c'était les responsables qui ont fait la demande. Vous avez été associé? Bien sûr, c'est sur leur demande. Et la mairie a accompagné la demande pour mettre le domaine à disposition. Et la TDA a réalisé. Et au moment de réaliser, c'était au départ un budget assez faible pour réaliser en tout et pour tout 3 hangars de 5 places. C'était pas grand-chose, c'était au démarrage des ATDA. Les ressources dédiées pour ça n'étaient pas conséquentes à ce moment-là. C'est les années après qu'il y a eu plus d'abondement sur les ressources du PNDF qui nous a permis de faire des infrastructures plus d'envergure au profit des acteurs. Donc, quand ça avait été fait, la mairie a souhaité profiter de cet appui, de la réalisation de cette infrastructure-là pour gérer le problème de vente le long de la voie qui ne sécurise pas les femmes. Elles sont au bord de la voie et vendent pratiquement à la sauvette courante derrière les véhicules. Ce n'est pas sécurisant. Donc la mairie a profité pour, a profité pour régler une fois pour de bon, pour afin de les regrouper tous au niveau de ce marché-là. Et lorsque le processus était lancé, elles ont fait savoir que ce qui était fait n'était pas suffisant pour les accueillir toutes. Les femmes même, qu'il fallait étendre et davantage et faire des aménagements. Mais nous, au niveau de l'ATDA, nous avons dit, on comprend la doléance, nous avons déjà engagé les ressources pour faire ce qui est fait depuis 2010, a été réceptionné en 2019, début 2020. Mais jusqu'en 2021, ce n'était pas encore occupé. On a dit oui, nous comprenons votre requête, mais on ne pourra engager les ressources publiques encore, en plus de ce qui était engagé, que si vous commencez par exploiter ce qui était là. Donc, c'est ce qui a amené la mairie à dire, bon, c'était ce qu'on est en train de dire là, ça a été discuté devant le préfet de l'Atlantique aussi, qui a fait la descente sur le terrain pour leur expliquer le bien fondé pour elle de rejoindre le site qui est aménagé en attendant que les travaux confortatifs prévus, gérés par la TDA, les ressources sont mises à disposition, c'est nous qui administrons où est-ce qu'il faut faire chaque année. Et je leur ai fait la promesse devant le préfet et devant le maire en novembre 2021 que les travaux confortatifs qu'elles demandent seront pris en charge dans le cadre du budget 2022. Mais il faut pouvoir justifier la chose, qu'elles commencent d'abord par exploiter les choses là. Et certains n'ont pris la mesure de la situation.
qui ont rejoint le site, et voyant aussi le fait que dans les grandes villes, il a commencé par y avoir un travail d'aménagement, de déguerpissement des gens qui sont le long des territoires chauds là pour aller au niveau des choses là. Elles ont pris la mesure de la situation et ont sollicité le préfet pour la force publique de façon générale pour amener celles qui étaient encore résistantes à rejoindre le site. Parce que si certains vont sur le site et d'autres encore sur la voie, ça ne va pas permettre à ce que le marché soit enregistré. Et de cette demande qu'ils ont fait, où le préfet a répondu, la mairie aussi, on a sollicité la police publique pour d'abord faire la sensibilisation pendant un bon moment et leur donner un ultimatum au-delà duquel on ne veut plus voir des gens au niveau de la voie. Certains ont compris et ont rejoint le site et animent le site, pendant que d'autres sont toujours sont en train de faire de la résistance. Et c'est ça ce qu'il faut déplorer dans leur rang. Quand l'autorité locale décide de quelque chose, c'est pour leur bien, pour les installer dans un endroit où ils seront plus à l'aise pour mener leurs activités. Il faut qu'elles respectent. Et les autres besoins qu'elles demandent là, ça va être pris en compte pour améliorer totalement les conditions d'exploitation. Avant de venir sur les autres besoins, aujourd'hui l'infrastructure est sous la gestion de qui précisément? L'infrastructure est sous la section de la mairie de Tofo, qui a piloté à travers le deuxième adjoint du conseil communal avec l'appui du chef d'arrondissement de Guémé. C'est eux qui ont piloté le processus d'attribution de place aux bonnes dames qui sont choses là. Et les autres qui n'ont pas eu de place, on leur a dédié des espaces vides en attendant que les infrastructures prévues, pour lesquelles je vais revenir là où nous sommes en termes de niveau de mise en œuvre tout à l'heure, ne soient réalisées pour que tout le monde, tous ceux qui veulent rester au niveau de cet espace marchand pour faire les activités puissent avoir de l'espace et mener les activités en bonne quiétude au niveau de cela. Donc l'infrastructure est sous la gestion de la mairie. Nous réalisons simplement, mais c'est... Dans ce reportage, les bonnes dames ont fait cas des problèmes d'insécurité, d'accidents et autres incidents. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour l'amélioration des conditions d'exploitation de ce site-là? Bien, merci, monsieur le journaliste. Ce qui est prévu, c'est des travaux d'aménagement pour faciliter la desserte de la plateforme au niveau du marché, là, pour que des véhicules, surtout les gros porteurs qui vont vers les pays de l'Interland, Burkina, Niger, qui passent par là, puissent avoir la possibilité de dévier et aisément venir garer au niveau des bonnes dames là et faire leurs achats et recharger et continuer. Donc il est prévu qu'on puisse réaliser des ouvrages qui permettent la connexion de la plateforme avec la plateforme du marché avec la voie inter-État. Il est prévu également la réalisation d'infrastructures complémentaires. Ce qui est là, ça permet de mettre en termes de places individuelles, d'installer environ une trentaine de femmes, mais il est prévu qu'on réalise des infrastructures complémentaires. Elles ont posé le problème d'éclairage public au niveau des toilettes, choses là. Donc, il faut dire que les toilettes sont déjà réalisées. Dans ce qui est fait là, il y a des toilettes qui sont là. Il y avait déjà, au moment où on est venu sur le site, il y avait déjà un point d'eau réalisé et suffisamment par la mairie. Alors, ce qui reste à faire commence quand? Parce que là, le besoin est là. Bon, ce qui reste à faire, c'est nous sommes à l'étape des études architecturales pour pouvoir faire actuellement. Les études vont être rendues disponibles d'ici, les résultats des études vont être disponibles d'ici octobre, et en novembre, nous allons commencer le processus de contractualisation pour la réalisation des travaux. Donc, c'est déjà retenu dans le budget de l'exercice 2022, le démarrage des travaux qui est prévu, si tout marche, mais en matière de préparation des marchés, va démarrer vers la fin de l'année, dans le dernier trimestre de 2022, pour être achevé certainement au cours du premier trimestre de 2022. Est-ce que vous pouvez rassurer ces femmes qu'elles ne verront plus leurs marchandises détruites? Oui, absolument. Ça, je l'ai dit au départ, je déplore ce qui s'est passé. Nous n'avons jamais donné ordre de détruire les marchandises. Je ne sais pas non plus d'où est-ce que l'initiative de détruire là est venue. Donc, nous allons reprendre langue avec la mairie et également les responsables locaux de la police républicaine pour que si éventuellement c'était de ce côté-là que l'ordre était venu, qu'on ne puisse plus assister à ces genres de choses. Et au même moment,
exhorter les femmes à suivre le mot d'ordre qui est donné par l'autorité locale. C'est pour leur bien, c'est pour leur permettre de faire les activités en bonne quiétude, mais ça ne sert à rien de défier l'autorité. C'est la mairie qui est devant, le préfet qui incarne l'autorité locale et venir leur expliquer le bien fondé pour elle, de laisser de s'occuper au bord de la voie, là, de venir occuper ces choses-là. Et ça ne sert à rien de faire de l'entêtement, d'aller contre le mot d'ordre qui est donné par l'autorité. Merci à vous, Monsieur Prosper Agossou Sagbo. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7. Merci vraiment d'être venu dans ce 13h européen apporter des clarifications sur cette situation. Merci beaucoup. Restez avec nous pour la suite de cette édition. L'ancien président de la HAC, Théophile Nata, a tiré sa révérence ce samedi. Ancien député à l'Assemblée nationale, ancien ministre et ancien ambassadeur, il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Il est décédé à l'âge de 115 ans à la suite d'une courte maladie. Nous avons rencontré ses anciens collaborateurs, collègues et amis de la 4e mandature, de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Suivez ici les hommages qui lui sont rendus au micro de Ali Momoni et d'Erompevi. Oh, je l'ai connu il y a longtemps. D'abord, nous avons fait chemin à l'Assemblée. Il était deuxième vice-président de l'Assemblée, pendant que j'étais un député à l'Assemblée nationale, au cours de la deuxième législature du Parlement. Donc c'est déjà connu là. Puis après, au niveau de la HAC, en tant que président de la HAC, j'étais à ses côtés, directeur de cabinet. Voilà un peu comment nous sommes rencontrés dans la vie. Le président Théophile Nata, c'est un grand homme. Et je suis très fier d'avoir servi à ses côtés. À ses côtés, j'ai appris. Nata, c'est un homme du devoir. Un homme du devoir. Et qui aime le travail bien fait. Il a le sens du partage, l'esprit d'équipe, la cohésion. Nata, ce n'est pas quelqu'un qui court derrière le matériel. Il a un idéal de vie et il travaille toujours en équipe. On travaille avec Nata dans la concertation. C'est cela qui marque, c'est le modèle de travail de Théophile Nata, pour qui vraiment, je suis vraiment affecté pour son décès. C'est vrai que j'ai eu le bonheur d'avoir été le vice-président de Théophile Nata. Et c'est à cette occasion, je ne le connaissais pas avant, que je l'ai connu, mais j'ai comme l'impression que je l'ai toujours connu. C'est pour ça que, pour le caractériser, je dirais juste que c'était juste un grand et un bon monsieur, qui avait la rigueur envers lui-même. Et je crois que c'est le plus important. La rigueur envers soi-même est la chose que nous avons apprise de lui. Et avec ça, ce n'est pas pour se glorifier, mais en toute humilité, les gens disent que notre HAC aura été des meilleurs. C'est à cause de ce monsieur. La rigueur qu'il avait envers lui-même, et qui faisait que nous-mêmes, nous étions obligés d'avoir une certaine rigueur également. Et l'institution a pu faire des choses qu'aucune HAC ne peut faire aujourd'hui, pratiquement. J'ai aussi le bonheur d'être un voisin de quartier. Et c'était un monsieur qui ne peut passer 3 mois sans vous appeler, prendre de vos nouvelles posément. Donc, je suis son voisin de quartier, de bons conseils. Monsieur qui sait aussi vivre quand il le faut, de vous inviter dans un bon restaurant à l'occasion de votre anniversaire. Et disons, je l'ai connu profondément quand il était président de la HAC. Mais il a la méthode de travail. Il a la méthode de travail, la rigueur, l'amour du travail bien fait. Ce que moi je retiens de lui particulièrement, c'est une phrase que j'ai gardée jusqu'au moment où je vous parle là. Il a l'habitude de dire quelque chose et rien ne vaut le contact. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas gérer tous les dossiers par téléphone. Dès qu'il y a un problème, il vous appelle au téléphone et j'ai passé me voir au bureau. Je viens le voir et tête à tête, on échange. Et c'est après cela que j'ai gardé cette phrase-là. Rien ne vaut le contact. Vous savez, nous avons l'habitude de parler des hommes en bien lorsqu'ils ne sont plus de ce monde. Mais ce n'est pas le cas pour Théophile Nata. Nous le disons même de son vivant. Mais c'est un baobab. C'est d'abord un chef, c'est un dirigeant, c'est un manager, c'est un père de famille. J'ose le dire. Parce que, vous savez, à la HAC, nous avons fait 5 ans. Nous n'avons jamais voté
une loi ou bien une décision, sur vote, c'est toujours par consensus. Et le consensus se fait toujours autour du président. C'est l'homme qui partage. C'est l'homme qui est humble. C'est l'homme qui aime le travail bien fait. Bref, c'est tout un monument. Un autre hommage à présent, celui de Foulera Gaba, administrateur civil à la retraite et qui a connu l'ancien président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Théophile Nata, non seulement dans le cadre professionnel, mais pour avoir été très proche de sa famille. Je l'ai connu quand j'étais allée étudier en Algérie. Je l'ai connu grâce à son épouse qui est ma marraine. Parce que ma soeur m'avait confié une lettre à lui remettre pour qu'elle prenne soin de moi pendant mes études à Alger. Il était ambassadeur en ce moment-là. C'est un grand monsieur. C'est un bon père de famille. C'est un grand frère. Je ne sais par quel mot je peux le qualifier, mais ce que je sais de lui, c'est que c'est un papa qui, quand vous allez à son école, vous ne perdez rien. La rigueur, l'humilité. Parce que c'est quelqu'un qui vous enseigne, quel que soit votre niveau, quel que soit votre âge, que vous méritez le respect. Et lui-même, personnellement, appelle le respect. Ce monsieur m'a faite depuis mes études jusqu'à ma vie professionnelle. Je l'ai connu en tant que papa à la maison. Je l'ai connu en tant que chef au service quand il était ministre du développement rural. J'étais la directrice de l'administration, donc je m'occupais des finances et du personnel. Vous savez ce qu'il m'a dit le jour où on m'a nommé? Il m'a appelé, il m'a dit, il n'y a pas de lien de famille qui compte, il n'y a pas de lien de parenté qui compte. Ici, c'est le service. Je ne suis pas riche, je ne serai jamais riche. Je n'exige rien de toi que le travail bien fait. Et je serai intransigeant là-dessus. Il a tout dit. Il m'a recadré dans mon rôle d'ordonnateur délégué. Et il m'a mis face à mes responsabilités. Et avec ça, j'ai su qu'il fallait bien faire selon les normes. Et cela a marché. Depuis que j'ai perdu mon époux, et avec les petits problèmes de santé que j'avais, il y avait eu... J'avais cessé un peu de leur rendre visite, mais j'avais toujours des nouvelles par la petite dernière avec qui je suis en contact. J'ai appris en temps qu'il a été malade et qu'il avait récupéré. Elle m'a envoyé une vidéo où je l'ai vu avec maman, tout en joie et tout. Mais hier, c'était le coup de massue quand j'ai appris qu'il est décédé. Parce que je n'ai pas su qu'il a rechuté. Et vraiment, ce que j'ai à dire, c'est qu'il ne faut jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Dans la suite de ce 13 européen, le ministre des Infrastructures et des Transports a effectué ce vendredi une descente sur les chantiers du projet d'aménagement et de bitumage de la corniche est de Cotonou. C'est une visite qu'il a effectuée avec les cadres de son administration pour constater l'évolution des travaux et surtout la qualité des ouvrages. Ali Moumouni Moufi de Sabouran. La descente du ministre des Infrastructures et des Transports sur le chantier des travaux d'aménagement et de bitumage de la corniche est de Cotonou n'est pas qu'une simple formalité. Avec une délégation composée de cadres de son département, il a parcouru tous les 2,3 km de long de cette route. Il s'agit d'une visite pour s'imprégner de l'évolution des travaux et surtout la qualité des ouvrages. C'est une corniche qui comprend 4 sections. La première part j'allais dire, ce que nous allons aménager comme carrefour au niveau de Saint-Charbel. Et les autres suivent. L'aménagement, vous le voyez bien, nous avons la chaussée, nous avons une piste cyclable, nous avons des zones de plaisance et des aménagements, disons, paysagers qui permettent d'agrémenter cette corniche. Je vous ai souvent dit que désormais, nous associons l'aspect paysager à nos projets, ce qui fait de nos routes des routes agréables et confortables. À l'heure actuelle, l'évolution des travaux d'aménagement et de bitumage de la corniche est de Cotonou est estimée à 55%. Mais selon le ministre Hervé Heromé, le chantier et les différents travaux connaissent
seront complètement achevés d'ici le 3e trimestre de 2023. La corniche en elle-même, je crois qu'avec le premier trimestre de l'année prochaine, on verrait clair sur la corniche, mais il y a les autres aménagements et certains travaux confortatifs et complémentaires qui vont s'ajouter pour faire de cet ouvrage un bel ouvrage digne de la rupture. Le ministre des Infrastructures et des Transports et sa délégation se sont également rendus à l'échangeur de Godomè. Ici, il est venu avec des techniciens pour constater l'état du contournement qui dessert les motocyclistes. Nous avons prévu reconstruire en 2x2 voies depuis ce qui va être l'échangeur de Verdocor, en passant par l'échangeur de Godomè jusqu'à Boyikon et même jusqu'à Dassa en 2x2 voies. Donc ce projet est prévu au PAG, mais nous avons aujourd'hui un constat de dégradation à plusieurs endroits de cet ouvrage. Et nous avons retenu une intervention d'urgence. Nous voulons intervenir d'urgence sur cet échangeur pour réparer les dégradations afin de soulager les peines des usagers de la route. L'intervention pour le réaménagement du contournement de l'échangeur de Godomè est annoncée pour les prochaines semaines. Ici, ces fans l'appellent le Koffi Olomide du Bénin. Dans le timbre de la voix comme dans ses manières de danser, Rodolfo Tumba imite le chantre de la musique congolaise sans reproche. Il tient à le démontrer très prochainement. Et c'est ce qui explique la conférence de presse qu'il a animée ce samedi à Cotonou. Il annonce, entre autres, la célébration de ses 25 ans de carrière musicale. Reportage. Le musicien béninois Rodolfo Tumba en face de la presse le samedi 11 juin. L'artiste de renommée internationale donne un spectacle pour renouer le contact avec son public et ses fans. L'événement va se dérouler le 25 juillet au Théâtre de Verdure du Hall des Arts à Cotonou. Chaque 21 juin, je fête mon anniversaire. Cette fois-ci, il s'est fait que le 21 juin tombe sur un mardi. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai poussé l'événement sur le 25, le samedi 25. C'est juste un événement de reconnaissance. C'est un concert au peuple béninois. Certains artistes ont accepté de m'accompagner. Il y a Vifens qui a accepté d'être là. Il y a Belmont Z qui a accepté de m'accompagner. Il y a également Jacques Coro qui a accepté de m'accompagner. Il y a aussi H2Pic, notre soeur qui fait du gogorou de l'autre côté du mono. Rodolfo Tumba, qui vit aux États-Unis, est le plus spécialiste des artistes béninois de la rumba, un rythme congolais. Pour l'occasion, le musicien promet un spectacle live pour encourager les Béninois à finir avec les playbacks. Il faut qu'on cesse de faire tout le temps le playback. Et également, je me suis dit qu'il faut que je crée un centre, une maison de répète pour les artistes. Ici, c'est la maison des artistes. Les artistes peuvent venir 24 heures sur 24 pour leur répète. Vous voyez, dans le pays, le chef de l'État, le gouvernement lui seul ne peut pas tout faire. Et j'ai dit, pourquoi pas ne pas accompagner la vision de cet homme avec tout son gouvernement. L'autre surprise de la soirée, c'est que l'artiste va distinguer des personnalités et des artistes. Ceux-là même qui ont marqué et marquent encore la culture béninoise. J'ai décidé de distinguer certaines personnes qui font beaucoup pour la culture, qui ont déjà l'ancienneté dans le domaine de presse, les anciens animateurs en live, les anciens journalistes et quelques responsables. À l'état civil, Rodolphe Adamedjan, l'artiste est originaire d'Abomey, au centre du pays, et s'initie à l'interprétation de diverses chansons lors des semaines culturelles et activités coopératives au collège de Bégamin. Il devient l'un des meilleurs disques jockeys à Cotonou puis exerce à Radio Star pour quelques années. En 2001, il signe son premier album Ma fille en hommage à sa défunte épouse et en guise de consolation de son enfant Gloria qui n'aura pas connu sa maman décédée au cours de son accouchement. 2003 et 2005, il sort respectivement les albums Destin et L'eau
et depuis 2021 à l'Odogba en promotion. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13 européen. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et puis à très bientôt.